messieurs, merci d'accepter de répondre à nos questions. Alors on a chaque interview qu'on fait une petite carte joker. Si jamais il y a une question qui vous gêne, vous pouvez sortir la carte joker pour nous dire de ne pas répondre. Une pour deux. Oui, bah oui. Donc notre première question, elle est assez classique. Comment et pourquoi, votre parcours pour arriver jusqu'à arbitre? Est-ce que vous étiez joueur de hockey? Comment ça fonctionne? Oui, moi j'étais joueur de hockey, après j'étais entraîneur et arbitre. Et puis ça me prenait beaucoup de temps, donc après je n'ai fait plus que arbitre. Voilà. Pour l'instant c'est comme ça que ça se passe. On verra par la suite. Moi, j'étais joueur il y a bien longtemps. Pour la petite anecdote, j'ai joué avec Fabrice, on avait 9 ou 8 ans. Ça a été mon rôle en Benjamin, donc on se connaît depuis quand même quelques années. Et puis à l'âge de 20 ans, je suis passé arbitre officiel. D'accord. Et donc ça se passe comment pour devenir arbitre? Du coup, vous avez une formation particulière au football ou C'est plusieurs niveaux de diplôme jusqu'au moment où on demande de faire le choix, puisque bien entendu les matchs à arbitrer et les matchs à jouer se passent en même temps. Donc vous commencez par la D2, par junior, et puis petit à petit vous montez. D'accord. Et est-ce que c'est votre principale activité, du coup, comme c'est pas forcément un métier professionnel, on va dire, pour l'instant c'est pas reconnu comme tel, est-ce que c'est votre seule activité? Maintenant on a un métier à côté. D'accord. Voilà, donc c'est une logistique pour trouver une harmonie entre notre travail, notre vie de famille et puis notre vie professionnelle sur la glace, qui est pas une vie professionnelle en fait. D'accord. Plus une vie amateur. Aucun arbitre n'est professionnel en France. Oui. Ce qui des fois pose des problèmes, des échauffements entre le travail et la vie familiale. Mais on arrive à trouver l'équilibre. Et du coup, comment elles sont organisées le fait que vous alliez jouer dans différentes patinoires? C'est au niveau de la fédération? Comment ça se passe cette organisation-là entre les arbitres pour gérer au niveau des matchs? Est-ce que vous savez? On a un responsable national des désignations par division qui nous désigne là où on doit aller. Donc à partir de là, c'est à nous organiser, contrairement aux joueurs, pour trouver un arrangement avec notre travail, avec les moyens de transport ou la voiture, pour pouvoir être dans les meilleures conditions pour le match. Après, en fonction des professions. Moi, cette année, j'ai pris un temps partiel à mon travail pour pouvoir mieux arranger tout ça. Après, chacun s'organise comme il veut. Moi, il m'a fallu à peu près une dizaine d'années pour trouver le métier qui allait coller à ma passion. Et aujourd'hui, étant en profession libérale, je peux travailler n'importe où. Je travaille à distance, ce qui me permet, même sur des déplacements, de pouvoir travailler depuis la chambre d'hôtel. D'accord. Une journée bien remplie. Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait améliorer les conditions d'arbitrage en France? Est-ce que pourrait y avoir plus de formation, l'arrivée de l'arbitrage vidéo? Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qui pourraient changer au niveau de la formation des arbitres français? Moi je pense qu'il faudrait... Non, pas pour moi. Si on veut être idéaliste, je pense qu'il faudrait des sous. Il faudrait que la Fédé ait des sous, un budget pour ça, et plus salarier des personnes pour s'occuper des arbitres, du développement technique de l'arbitrage. Voilà, on fait tous comme on peut, et je crois que même nos responsables sont bénévoles aussi, ils ont un métier à côté. Donc, comme beaucoup de choses, c'est les moyens financiers qui gèrent un peu ça. Système A4, c'est quelque chose qui est impératif. On est dans les dernières nations du groupe A à ne pas être en système A4, ce qui pose de gros problèmes. Récemment, il y a eu les désignations du championnat du monde. Aucun arbitre n'est retenu à cause du système A4. On perd en reconnaissance au niveau international à cause de ça. L'arbitrage vidéo, même au deuxième niveau suisse, on a de l'arbitrage vidéo. Puis peut-être plus de rythme. Au mois de novembre, quand j'arrive sur une demi-finale de Coupe d'Europe, je suis avec des collègues qui sont déjà à une trentaine de matchs. J'aurais aimé être une dizaine. Ok, donc je voulais parler justement des sélections de championnat du monde au niveau des arbitres français, mais c'est fait. Une dernière petite question, on va dire plus autour de la préparation. Comment vous préparez un match avant? Du coup, vous avez en effet vos échauffements. Comment ça se passe un petit peu la préparation d'avant-match? Alors, échauffement tous ensemble. On joue au foot, on tente, on a tous un niveau plus ou moins bon. Et puis après, on peut faire de la corde à sauter, on peut faire du vélo, suivant les patinoires. On a un échauffement ensemble et puis après, chacun de son côté individuel avec des étirements. Ouais, c'est basé un peu comme le principe des joueurs et des équipes. C'est-à-dire que voilà, il y a un petit
travail en équipe et puis après un travail individuel, sauf qu'après nous on n'a pas d'échauffement sur glace. On est un peu plus longtemps hors glace et après c'est plus une préparation mentale dans le vestiaire. Voilà. Est-ce que vous êtes amené à rencontrer les joueurs ou les coachs ou les capitaines avant au niveau des papiers ou des choses comme ça ou du tout? Pas forcément, mais bon, on se croise, ça fait quand même quelques années qu'on est dans le milieu, alors c'est quand même stupide de se nommer, de ne pas se saluer. Voilà, c'est vraiment un microcosme, on se connaît tous depuis plein d'années. Et est-ce que justement, comme ça fait un petit moment, notamment vous Jimmy, vous êtes aussi arbitre, est-ce que vous avez vu une évolution dans le niveau du hockey français par rapport au début? Enfin voilà, qu'est-ce qui aurait changé un petit peu? Grandement, c'est plus rapide, c'est plus technique, il y a beaucoup moins d'accrochés. Si vous vous amusez à regarder des vidéos du hockey il y a une dizaine d'années, les joueurs patinaient en étant accrochés, en prenant des coups sur les avant-bras. Non, c'est beaucoup plus technique, plus exigeant, c'est beaucoup plus fin au niveau du jugement. Quand on a la chance de pouvoir avoir des matchs diffusés à la télé et que vous avez des micros, on se rend compte en fait que vous parlez quand même beaucoup aux joueurs, donc on ne s'en rend pas compte quand on est dans les tribunes. Qu'est-ce qui se dit sur la glace pendant les matchs? Il y a une grosse partie de communication qui est vraiment dans le management des joueurs, qui se passe avant de prendre des décisions, de sanctionner, il y a beaucoup de prévention, quoi, on va dire, d'un côté comme de l'autre, parce que les joueurs nous parlent aussi beaucoup sans le savoir. Il faut que ce soit assez bref et discret, mais il faut que ce soit efficace quand même. Et puis après, il y a énormément de communication entre nous aussi, dans le trio, le quatuor. L'objectif est de faire de la prévention. Il y a des choses qui sont peut-être borderline des fois. Et il y a quelques années, j'ai un arbitre qui m'avait dit que l'intérêt n'était pas de siffler des fautes parce que tout le monde pouvait le faire, mais de choisir ses fautes. Il y a des choses qui sont borderline. Alors, un rapide échange avec le joueur pour lui dire attention, devant la cage, donne pas le coup de crosse ou tu es borderline. Le coup d'après, s'il continue et vous appelez la faute, c'est quand même compliqué après qu'il vienne réclamer. Donc c'est beaucoup de prévention. Je pense qu'un bon arbitre doit mettre de l'huile dans les rouages pour justement que les choses soient jouables sur la glace, soient lisibles jusqu'où vous allez tolérer, jusqu'où vous allez siffler, puis regardables pour le public. Après, ce qui est intéressant dans les micros, justement, c'est que toute cette partie-là, la patinoire ne le voit pas. Les gens devant la télé, s'il n'y a pas le retour son, ne le voient pas. Et, alors qu'en fait, avec les joueurs, il y a cette communication qui est établie. Et quand on ne le sait pas, on a l'impression que voilà, l'arbitre sanctionne ou l'arbitre prend une mauvaise décision sans avoir prévenu le joueur, etc. Alors qu'en fait, quand on a ces micros et ce retour son, on se rend compte qu'il y a un vrai travail avec les joueurs avant de sanctionner. Travail pédagogique. Oui. Et justement, quand vous êtes deux head coach, est-ce que vous avez le même pouvoir? Est-ce que vous avez... comment ça fonctionne? C'est vraiment les pouvoirs de décision sont égaux? C'est juste pour faciliter un petit peu le match? C'est toute la difficulté du système A4, d'où l'intérêt de passer rapidement au système A4. C'est d'arriver effectivement à avoir cette approche où on va réussir à se coller avec son collègue par rapport à l'approche et la barre des sanctions. Mais le pouvoir est exactement le même. Toute la difficulté est effectivement d'éviter d'être avec un collègue qui siffle tout ou rien et que vous soyez aux antipodes. D'accord. Une petite anecdote éventuellement, est-ce que vous avez un meilleur souvenir ou un pire souvenir en tant qu'arbitre d'un événement vécu dans le cadre du hockey? Non, pas forcément. Un mauvais souvenir, j'en ai un d'hier soir parce que mon avion, parce que j'ai pris l'avion pour venir, donc mon avion devait partir de Biarritz pour m'emmener à Paris. Et donc il y a eu un mouvement de grève ce week-end de l'Air France qui a fini par se relâcher, mais quelques heures après il y a eu les incidents qu'on connaît à Orly, donc c'était pas un super souvenir ça, hier soir. Donc du coup j'ai dû me réorganiser sur mon voyage et voilà, voyager en partie avec les collègues pour pouvoir venir au match. Voilà, par exemple une petite anecdote. Un bon souvenir, le Winter Game, qui était quelque chose d'assez sympathique, qu'on vit malheureusement qu'une fois. C'est à l'extérieur, c'est une fête. Pire souvenir, ça peut être des erreurs sur la glace où on s'en rend compte et puis malheureusement c'est trop tard. Il y a des fois on peut se faire piéger, on peut avoir une interprétation. On a une demi-seconde pour prendre une décision et après la vendre et puis essayer qu'elle soit bien. Donc on peut aussi des fois se tromper. Voilà. Il y a des joueurs des fois qui partent en break, qui loupent des breaks.
il peut y avoir des arbitres qui des fois lèvent la main et se disent il l'a fait à l'envers, il a gagné. Ouais. Pas vu, pas pris, pris, pendu, et puis il y a des fois on se trompe. D'accord. Au niveau des supporters, les supporters sont parfois pas tout à fait d'accord avec le corps arbitral, il y a des sifflets, il y a parfois des insultes, enfin, voilà. Comment on gère ça un petit peu quand on est arbitre? Alors, je pense que chacun le gère individuellement. Certains sont plus hermétiques, d'autres sont plus sensibles un peu à cette pression. Moi, à titre personnel, je sais que j'aime bien quand il y a du bruit dans la patinoire. J'aime bien sentir cette ambiance, là, ça a plutôt tendance à me motiver. Après, ma vraie analyse, on va dire, c'est que le supporter doit rester supporter, c'est-à-dire doit supporter, doit encourager. Donc ça commence à virer dans les insultes, soit envers les adversaires, soit envers les arbitres, ça me gêne un peu plus. Je pense qu'il y aurait un travail à faire là-dessus. Avoir une patinoire pleine qui chante, qui encourage, c'est génial. D'un autre côté, avoir des insultes, des choses qu'on ne devrait pas voir, c'est moins bon. D'où l'intérêt des micros, parce qu'on explique les critères qui nous permettent de choisir ou pas, d'appeler une prison ou pas. Personnellement, ça fait partie du jeu d'avoir des supporters qui crient. Je pense qu'il serait intéressant peut-être de regarder les réactions des joueurs sur la glace. En général, quand les joueurs baissent la tête ou en prison, ça ne sert à rien de crier. C'est qu'ils savent pertinemment qu'il y a une faute. Et pour finir, une dernière question, est-ce que vous avez déjà eu des pots de vin? Des propositions de pots de vin? Et si c'est le cas, on veut des noms. Ah, s'il n'y a pas, si on dit pas de réponse si on dit flagrante. joker, Si on dit joker, ça veut dire qu'on a eu des pots de vin. Non, on a un tout petit sport qui est anecdotique. On mène nos tripes les uns les autres dans ce sport, mais pas encore au niveau du foot. Et on est dans un sport où il y a tellement de sanctions. Nous, à chaque fois qu'on siffle, à part sur un arrêt de jeu, c'est pour une pénalité. Moi, personnellement, je ne vois pas comment on pourrait favoriser une équipe, enfin, gérer une rencontre en se disant il faut que j'avantage cette équipe. Ça me paraît ingérable vu le nombre de décisions qu'on prend. Comment on choisit d'appeler ou de ne pas appeler une pénalité si on est tordu dans notre tête. Ça me paraît ingérable à faire. Enfin, c'est déjà assez compliqué à voir les fautes et puis les appeler. Si en plus après, il faut qu'on se souvienne qu'on en a appelé 3 d'un côté, il faut rattraper par rapport à l'autre. Ok. Bah, super, merci beaucoup monsieur. À bientôt. Bon match.